Bien, bonjour à toutes et tous et merci d'avoir été présents après une journée qui a été très budgétaire. Donc plusieurs d'entre vous ont déjà eu largement l'occasion d'avoir des interviews sur les annonces, enfin en tout cas les travaux de ce matin. Moi, pour ma part, je souhaitais faire cette conférence de presse en lien avec la commission d'enquête que j'ai présidée, dont Mathieu Lefebvre, Éric Ciotti étaient co-rapporteurs. Qui a été largement déjà commenté dans la presse, parce qu'il faut le dire, il y a même eu des fuites de documents qui ont été organisées, alors que normalement tout n'aurait dû être rendu public qu'aujourd'hui, et donc il y a déjà eu pas mal de versions données par, y compris les co-rapporteurs, sur cette enquête. Donc je souhaitais aujourd'hui me faire écho de mes propres conclusions en tant que président de la Commission des finances, et dire déjà que ça a été une enquête assez exceptionnelle, puisqu'il y a eu 27 auditions avec, je pense, de manière inédite, à la fois un cumul de ministres, d'anciens ministres, premiers ministres, anciens premiers ministres, première ministre aussi, des responsables d'administration, de services, des économistes, des institutions diverses et variées. Ce qui fait que je pense qu'on a fait quelque chose d'assez inédit pour finalement faire une espèce d'audit, d'expertise des budgets 2023 et 2024 et des prévisions. Il y a eu également 750 documents transmis par l'administration. Ce que je constate à l'arrivée dans ce document, c'est que l'exercice, si on ne tient pas compte des annexes, notamment la mienne en introduction, qui nécessite que les deux co-rapporteurs se mettent d'accord pour faire un rapport, neutralise un petit peu, j'allais dire, le rapport lui-même, au-delà de toutes les informations compilées qui sont précieuses pour quiconque aura la patience de les lire, et que du coup, on gomme un petit peu, j'allais dire, les aspérités pour se mettre d'accord. Bon. Le deuxième constat, c'est qu'au final, chacun est rentré avec un angle d'explication sur ces écarts, et finalement, chacun est ressorti avec le même angle. Voilà, pour aller vite, il y a ceux qui ont estimé qu'il n'y avait aucune responsabilité politique et qu'il s'agissait avant tout d'une question technique, donc de responsabilité des modèles, des services, des fonctionnaires, etc. Autant vous dire que je ne suis pas de cet avis. Et puis ceux qui pensent que l'essentiel s'explique d'abord par des problématiques de dissimulation de chiffres, de façon à passer l'examen d'un budget, l'adoption de ce budget, voire des élections européennes. Je pense également qu'on ne peut pas l'expliquer que par cela, même si, vous allez voir, j'estime qu'il y a quelques éléments de vrai dans cette possibilité. Bon, pour ma part, moi, j'étais arrivé avec l'idée qu'il s'agissait avant tout d'une problématique d'erreur de prévision et non pas, j'allais dire, de baisse des recettes. Je m'explique. Je pense que c'était davantage dû à un aveuglement collectif créé par une vision nuisible de la politique économique, de 8 années de politique de l'offre, et qui, quelque part, s'explique parce qu'on avait, notamment en termes d'explication des recettes, puisque chacun sait aujourd'hui que c'est d'abord parce que les recettes n'ont pas été au rendez-vous, imaginez qu'il y a eu cet écart de prévision. On a finalement basé ces recettes sur des années post-Covid au rendement absolument exceptionnel, parce que ça a été 2 années où on est passé, j'allais dire, d'une situation économique où on était au fond de la piscine, tout d'un coup on est remonté quasiment à la surface en 1 an. Et quand vous avez un développement d'activité à ce point, il est évident que vous allez produire des recettes exceptionnelles. Bon, sauf que ceux qui nous gouvernent ont estimé qu'en réalité, ça confirmait leur idée que plus vous abaissez les seuils d'impôt, plus il y a une rentabilité d'impôt. Voilà. Donc à partir de là, quand vous pensez ça, vous l'appliquez sur des années redevenues normales et vous avez, je crois, une des grosses explications des baisses de recettes, que ce soit l'IS, l'IR ou même la TVA. Quelqu'un comme Jérôme Fournel, dont on ne peut pas soupçonner de sympathie avec France Insoumise, et qui était intéressant dans son audition parce que finalement il a été à plusieurs places dans tous ces épisodes qui le mettaient au cœur de l'action, explique le 13 décembre 2025, je cite, « Il faut reconnaître une tendance collective à s'auto-persuader que les recettes supplémentaires constatées en 2021 et 2022 relevaient d'une dynamique
et que le même phénomène allait se produire en 2023. Voilà, on peut pas mieux dire pour, j'allais dire, analyser cette myopie, cette auto-persuasion. Laurent Bach d'IPP, également auditionné, dit aussi il y a eu tout un ensemble de réponses qui peut-être étaient espérées, que nous n'avons pas trouvées. Ou encore Éric Heyer, le FCE, qui dit voir la productivité proche de zéro après 5 ans de politique de l'offre indique que cette idée ne marche pas. Donc autrement dit, je pense que l'explication principale vient de la croyance dans la politique de l'offre et de l'échec de cette politique de l'offre pour produire les recettes espérées. Autrement dit, en réalité, on s'est rendu compte que l'activité du pays n'a pas été stimulée par la politique de l'offre. La réindustrialisation dont on vantait l'un des succès, Bruno Le Maire le faisait encore en mai 2024, on voit qu'il n'en est rien. La production manufacturière en janvier 2025 est inférieure de 3% à son niveau de janvier 2021. Et dans l'emploi salarié, la part de l'emploi industriel n'a absolument pas augmenté depuis 2017. On nous disait aussi avec cette politique, le chômage va appartenir au passé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque on prévoit plus de 8% de chômeurs à la fin de l'année. Et on s'aperçoit en plus de ça que dans les emplois dont on nous a beaucoup vanté les résultats, il y a quand même là-dedans 38% des emplois marchands créés depuis 2017 qui sont des apprentis, avec un chiffre absolument exceptionnel, près de 900 000, et qui explique une partie de la réussite de ces emplois. Et je ne parle pas évidemment des auto-entrepreneurs au niveau de 700 000 qui ont été absolument explosés depuis 2017, qui, là aussi, sont loin, j'allais dire, des emplois tels qu'on l'imagine, c'est-à-dire des emplois stables en CDI et qui permettent d'avoir un équivalent temps plein normal. Bien. Troisième chose, il n'y a pas eu d'amélioration du pouvoir d'achat. 13,6% et 15,4%, c'est le taux de pauvreté qui montre que la lutte contre la pauvreté est aussi un échec. Bref, si je voulais résumer, il n'y a pas eu d'effet de ruissellement, et c'est sur cet effet de ruissellement que les gouvernements ont compté pour pouvoir augmenter les recettes, d'où ce problématique de prévision. C'est le premier constat avec, j'allais dire, la meilleure manière, mais vous allez voir que ça malheureusement, on pourra également en faire état pour les budgets qui sont annoncés d'ici 2026. La meilleure manière de résumer cette façon de continuer dans l'erreur, c'est Gabriel Attal, auditionné, qui dit, qui reconnaît, ce qui maintenant est une évidence pour tout le monde. Ce matin, j'étais à la réunion du comité d'alerte et les chiffres depuis 2017 le montrent très clairement. Gabriel Attal disant il n'y a pas de hausse de dépenses publiques, il y a plutôt une baisse en réalité. Donc le problème, c'est que les recettes n'étaient pas au rendez-vous, sauf que le même Gabriel Attal, après cet éclair de lucidité, explique dans son audition que matin, midi et soir, il réfléchit à comment baisser les dépenses publiques. Autrement dit, vous diagnostiquez qu'un malade a mal à la jambe et vous lui proposez de soigner son bras. Je pense que on ne peut pas mieux dire quelque part les erreurs politiques qui ont été faites. Donc premier élément de cette commission d'enquête, le fait que nous sommes dans une situation de surestimation des résultats de la politique à partir d'une politique de l'offre qui n'a pas atteint les résultats espérés. Deuxième chose, il y a eu effectivement, en plus de ça, pour le gouvernement, on va dire une occultation ou au moins une atténuation ou un retardement des mauvaises nouvelles pour arriver à passer les écueils politiques, de façon, par exemple, à ne pas être censuré au moment du budget 2024. Alors là, on ne peut pas mieux dire que ce que nous a expliqué ici même Elisabeth Borne en audition. Elle reçoit et elle confirme qu'elle reçoit une note le 13 décembre 2023, qui est une note de Bruno Le Maire. Dans cette note, Bruno Le Maire dit clairement que les recettes ne sont pas au rendez-vous. Il chiffre, il détaille ses recettes, c'est à hauteur de milliards d'euros. Il explique dans cette note du 13 décembre qu'il va falloir penser à annuler 10 milliards de crédits du budget qui n'est pas encore voté dès janvier. Bien. Donc exactement ce qui va passer. Et eh bien, on a Elisabeth Borne qui fait 2 discours de 49.3 dans lesquels il n'y a pas le moindre mot qui laisserait penser que le budget qu'elle est en train de soumettre à l'Assemblée est un budget qui est devenu caduc. Voilà. Au moins, j'allais dire, un peu le fait de prévenir, rien de tout ça. Et elle le dit d'ailleurs, elle dit « Je ne sais pas si le fait que le gouvernement puisse se préparer à annuler 10 milliards de crédits mis en réserve, c'est-à-dire non affectés à des dépenses, est une information que les députés auraient pu entendre au moment où, en tant que Premier ministre, j'engage la responsabilité du gouvernement en application de l'article 49 alinéa 3. » Voilà, on ne peut pas mieux dire le problème démocratique qui est quand même posé.
d'une première ministre qui explique que les députés ne pourraient pas l'entendre et donc pourraient être susceptibles de voter la censure si, évidemment, elle donnait la réalité des prix. Pierre Moscovici, d'ailleurs, le dit, auditionné, il dit « Il est impossible, j'y insiste, de prétendre en toute conscience que personne ne connaissait la fragilité répétée des prévisions durant cette période. Et pour ceux qui ont tendance, je le rappelle, à expliquer qu'en réalité c'était la technique qui ne suivait pas, il y a 2 tableaux que vous trouvez dans le rapport qui vous est présenté. Alors je ne sais pas si pour vous c'est les bonnes pages, parce que moi j'ai une version un peu ancienne. C'est des tableaux pages 124 et 126 dans la partie sur l'évolution de la prévision de sol public. Et qu'est-ce que vous voyez dans ces tableaux qui sont très intéressants? Vous voyez que les informations données par le Trésor, la Direction générale du Trésor ou alors l'INSEE, sont toujours très largement inférieures en termes de déficit par rapport aux annonces au moment même du gouvernement. Bon, on ne peut pas mieux dire que le gouvernement, le moins qu'on puisse dire, n'a pas suivi ce que lui expliquaient les notes du Trésor pour faire des annonces publiques. Je vous l'ai dit, pour passer le budget en 2024, mais après, très certainement aussi, pour éviter un PLFR qui aurait peut-être été impacté les Européennes. N'empêche, les Européennes ont quand même été impactées, comme quoi les Françaises sont assez lucides sur la politique menée. Bien. Donc on a ce deuxième élément qui est très clairement le fait que on a à plusieurs reprises, et dès l'été 2023, parce qu'il y a des premières notes qui sortent qui expliquent qu'il y a un problème en termes de recettes, une note du 7 décembre 2023, je viens de vous en parler avec la note du ministre Le Maire à Elisabeth Borne qui en découle, qui montre bien, et ça va continuer ainsi, qu'il y a un souci constant qui va se lever de cet écart entre ce que disent les services, ce que disent les instituts et ce que dira le gouvernement. C'est d'autant plus vrai aussi pour les collectivités territoriales, où là, je vous rappelle qu'on a eu un épisode quand même assez marquant. Là, j'allais dire plutôt, c'est un épisode, j'allais dire politique, parce qu'on est en juillet 2024 et on a 2 ministres démissionnaires, M. Cazenave et M. Le Maire, qui annoncent tout d'un coup que les déficits vont être de près de 7% si rien n'est fait en fin 2024, et notamment parce qu'il y aurait 16 milliards de déficit des collectivités territoriales. Bien. Je pointe cet élément parce qu'en fait, il s'avère que dans les personnes auditionnées, la responsable de la direction qui s'occupe du budget des collectivités, à ce moment-là, émet une réserve absolument importante sur ce chiffre en disant il n'a pas de sens, la méthode utilisée à la moitié de l'année ne permet pas de faire une telle prospective. Donc manifestement, là, on a des ministres qui ont décidé, alors même qu'ils nous expliquent sur la note du Trésor de décembre que, attention, c'est une hypothèse, il faut être prudent, donc il est urgent de ne pas la communiquer, et bien là, tout d'un coup, une hypothèse dont la direction même dit que c'est une erreur de méthode, là, il a été urgent de la présenter, j'allais dire, tout simplement pour justifier ensuite une politique qui aurait consisté à continuer à annuler des crédits. On connaît l'expression, quand vous voulez tuer votre cheval, vous dites qu'il est encore plus malade. C'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, en juillet, vis-à-vis des collectivités territoriales, et qui explique, pour ceux qui ont bien suivi d'ailleurs, qu'on est finalement passé à la fin de 6,1% de déficit annoncé à 5,8%. Principalement, ça s'explique par ce différentiel entre ce chiffre qui ne voulait rien dire, qui a été annoncé en juillet 2024, et puis le chiffre à la fin qui est plutôt de l'ordre de 7 milliards. Et encore, c'était largement des contraintes de fonctionnement imposées aux collectivités qui expliquaient ce chiffre. Voilà un peu le deuxième point qui me semble important. Alors, comment éviter de tel écart à l'avenir ? Ce sera le dernier point de cette communication. J'allais dire peut-être déjà d'en finir avec la politique qui ne marche pas, c'est-à-dire la politique de l'offre, et d'arrêter d'appliquer le mauvais remède qui consiste à diagnostiquer que vous baissez, qu'on a une baisse des recettes publiques, moins 3 points quand même depuis 2017 du PIB, et que l'urgence est de baisser les dépenses publiques, ce qui est fait déjà cette année, puisque le gouvernement a annoncé, vous le savez, 5 milliards d'annulations de crédit, plus 8 milliards de gel de crédit, plus ce matin nous a-t-on annoncé très certainement un surgel de crédit, ce
qui veut dire qu'on va très certainement baisser les crédits qui ont été votés lors de la loi de finances en février dernier, pour qu'à la fin de l'année, on se retrouve avec, à hauteur de, à mon avis, au moins 10 milliards finalement qui ont été annulés. Alors vous me direz pourquoi finalement ça s'étale comme ça avec des surgels. J'allais dire que c'est sûrement pour éviter, là aussi, un projet de loi de finances rectificative qui serait, à mon avis, plus démocratique et plus normal de ce point de vue-là. Donc cette politique de l'offre, on a compris aussi qu'on veut la continuer en 2026 avec des annonces de 40 milliards de baisse de dépenses publiques, très peu envisagées et de manière seulement homéopathique sur l'augmentation des impôts et notamment des impôts pour les plus riches, puisque n'ont pas été prolongés les dispositifs qui avaient été votés l'an prochain. Et cette politique de l'offre, évidemment, pour moi, elle ne va faire qu'accroître les problèmes que nous avons eus en termes de prévision en 2023-2024, tout simplement parce qu'elle intervient à un très mauvais moment, un moment de reflux de l'activité économique, et que quand vous avez un moment de reflux de l'activité économique, vous ne baissez pas les dépenses publiques qui ont eux-mêmes un aspect récessif. Voilà. On sait que l'année dernière, la politique menée a coûté 0,4 points de PIB. On peut penser que s'il baisse à hauteur de 40 milliards en 2026, on ait cette fois une chute de 0,8 points de PIB. Vous faites le calcul, ça fait 4 fois 3, 12 milliards d'euros de recettes en moins qu'on peut craindre. Donc c'est une politique, j'allais dire, qui est un contresens, parce qu'on va notamment réduire un des feux de l'activité économique en France, qui est la consommation populaire. Donc c'est une très mauvaise chose de prévu, et évidemment également une très mauvaise chose pour répondre aux besoins des Français en matière écologique, de logement, d'éducation, mais aussi, parce qu'apparemment ça va être dans les cibles, en matière de collectivité territoriale. Je vous rappelle que 70% de l'investissement public depuis 2017, c'est les collectivités territoriales qui l'assurent, et que si on réduit encore leur budget, on peut craindre que l'investissement en prenne un coup encore plus important. Et les budgets de la sécurité sociale, avec des annonces ce matin qui n'en sont pas encore, mais qui sont des grandes inquiétudes dans ce qu'ils laissent subodorer, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait s'attaquer au système assurantiel en faisant en sorte, par exemple, que les plus riches de nos concitoyens aient moins de remboursement de la sécurité sociale que le reste du pays, ce qui est une remise en question du système assurantiel, ce qui est plutôt un système de solidarité, de charité, appelez-le comme vous voulez, mais qui remettra en question le système assurantiel. Bon, donc on peut craindre des coupes sombres dans les budgets de la sécurité sociale, de l'État encore, des collectivités territoriales, sans avoir les marges d'investissement nécessaires, et ce, à un moment donné où les Allemands investissent 500 milliards dans leur industrie. On a vu pas mal de comparaisons ce matin avec l'Allemagne, notamment en termes de balance commerciale et d'industrialisation. Je crains que si cette politique est appliquée, dans 20 ans, on se retrouve pour voir un différentiel encore plus important, parce qu'on aura une politique d'austérité et d'offre au moment même où celle-ci est de plus en plus controversée. Je termine sur les propositions que, pour ma part, j'ai fait suite à cette discussion, à cette commission d'enquête. Il y en a une, vous avez constaté, c'est le fait de revenir et d'arrêter cette politique de l'offre, qui a, à mon avis, fait suffisamment de dégâts dans le pays. La deuxième, c'est de ne plus permettre justement de jouer comme ça avec les budgets. C'est-à-dire qu'on a jusqu'à maintenant la possibilité pour un gouvernement d'aller jusqu'à réduire à hauteur de 1,5% des crédits votés, de les réduire jusqu'à 1,5%, c'est-à-dire un peu plus de 10 milliards, sans passer par un PLFR. Je pense que c'est un vrai problème démocratique, et je suis pour abaisser ce chiffre à 0,5%, soit 3 milliards d'euros, et à minima à passer par les commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée pour donner un avis positif sur ce genre de décision qui pourrait être faite et qui permettrait de ne pas contourner le Parlement. La deuxième proposition que je fais, je sais qu'elle est iconoclaste et qu'elle nécessiterait un changement constitutionnel, mais je la mets sur la table. Je pense qu'il faudrait en finir avec le 49.3. Voilà, je crois que nous sommes dans un moment où ce n'est plus acceptable que le budget passe sans vote, sans le fait de refléter la majorité du Parlement. Ce matin, Amélie de Montchalin a eu un lapsus dans cette réunion à huis clos que nous avons eu avec les partenaires sociaux, les députés et les collectivités. Elle a dit ce qui a été nouveau dans le budget 2025, c'est qu'il a été fait par le Parlement. Bien.
Je vais faire remarquer qu'un budget fait par le Parlement qui passe par 49.3, c'est quand même assez osé. C'est exactement la phrase qu'elle a donnée. Et donc, je pense qu'il faut dorénavant éviter ça. Et je crois qu'il serait de bonne loi que le 49.3 ne puisse plus être utilisé pour passer le budget. Et à mon avis, en plus, on aurait des budgets plus utiles. Je suis pour renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui proposent d'externaliser les prévisions de Bercy. Je pense qu'il doit y avoir un monopole gardé par Bercy parce que c'est normal que le politique et l'exécutif continuent à travailler sur les prévisions. Par contre, je crois qu'il serait nécessaire, et je crois qu'il y a certaines dispositions du plan d'action présenté par les ministres qui va dans ce sens, qu'on s'appuie obligatoirement sur des ressources diverses, de façon quelque part à challenger les résultats, et que on puisse même, le gouvernement puisse même se retrouver dans l'obligation d'expliquer pourquoi ces prévisions ne correspondent pas à ce qui sort justement de différents instituts, je pense à l'OFCE, à IPP, mais aussi à des organismes comme la Banque de France, etc. Je pense que les commissions des finances doivent dorénavant avoir les notes qui jusqu'à maintenant nous étaient secrètes, qui vont directement au ministre, notamment du Trésor, parce qu'on voit bien que de ne pas les avoir eues en 2023-2024 nous a empêché de faire très clairement notre rôle de contrôle, alors même que le gouvernement s'exonérait de ces notes. Ça, c'est à mon avis aussi quelque chose d'important. Voilà. Par ailleurs, je me retrouve dans une partie des recommandations des deux rapporteurs qui permet aussi de mieux informer le Parlement. Je pense que le Parlement devrait aussi bénéficier de services de façon à pouvoir davantage assurer le contrôle et faire ses propres prévisions, là aussi pour challenger ce qui pourrait venir du gouvernement. Voilà. Voilà donc la situation dans laquelle nous sommes. Je le dis en conclusion, on est passé de 1,1% de croissance sous le gouvernement Barnier à 0,9% sous François Bayrou. En 2 mois, on a baissé à 0,7%. Je crains qu'on ne soit encore très optimiste. Le FCE parle plutôt de 0,5% et les aléas imposés par Donald Trump peuvent laisser à craindre que cette activité économique baisse encore. Dans ces conditions, pour ma part, je souhaiterais réellement que ce gouvernement ne pousse pas trop loin la gageure qui est d'éviter à tout prix que le Parlement puisse intervenir sur un budget en cours qui est en train d'être très largement transformé par rapport au budget initial. Et je le répète, je pense qu'un projet de loi de finances rectificative serait quand même, d'ici la fin de l'année, non seulement nécessaire, mais en plus souhaitable, ne serait-ce que pour respecter davantage la démocratie. Voilà ce que je voulais vous dire en lien avec cette commission d'enquête et mon propre rapport, qui est donc annexé, comme vous le trouverez, à la commission, qui fait 38 pages et qui donne mon point de vue sur cette question. Voilà, s'il y a des questions, je vais bien répondre. Bonsoir, Camille Magnard, France Culture. Pourquoi est-ce que vous ne reprenez pas le terme de dissimulation qui est mis en avant par Éric Ciotti dans son co-rapport, dans sa partie en tout cas, et vous avez dit qu'il insistait beaucoup là-dessus. Vous avez des termes un peu plus nuancés, mais vous n'avez pas jusqu'à parler de dissimulation? Non, en fait, ce que je ne reprends pas, c'est l'idée que ça serait l'explication principale des écarts. Je pense que l'explication principale, je l'ai dit, c'est qu'on a un gouvernement qui s'est lui-même auto-intoxiqué sur les effets de sa politique. Et pourquoi je ne le reprends pas de manière aussi frontale, c'est que si vous dites que c'est une question de dissimulation, ça veut dire qu'on estime qu'ils ne se sont pas trompés sur leur politique, ils ont juste voulu la dissimuler. Je pense qu'ils se sont trompés sur leur politique de l'offre. Moi, je me souviens quand même, je le répète, mais au moment où on discutait des années post-Covid, les représentants de la majorité, ici, ils n'arrêtaient pas de nous dire, vous voyez, notre politique marche, on baisse les impôts, il y a plus d'impôts. Bon, voilà, je pense que principalement, c'est un aveuglement, et ça me semble une analyse plus radicale, j'allais dire, que celle de la dissimulation. Maintenant, en partie, vous avez compris, j'estime que quand ils ont commencé à avoir les informations, à chaque fois, ça s'est trouvé à des moments pour eux compliqués, la censure fin 2023. Là, très clairement, la note qu'Elisabeth Borne a entre les mains,
c'est quand même lunaire que... alors, elle nous dit qu'elle a cette note, elle l'a eu le 13 décembre, qu'elle ne l'a pas lue avant le 15. Bon, soit, vous avez une note quand même de votre ministre de l'économie en pleine discussion budgétaire qui est en train de vous dire que tout déraille. Mais admettons, elle était sous serment, donc je la crois. Enfin, le lendemain, elle avait un 49-3. Bon, je trouve qu'il y a quand même un problème démocratique dans ce pays qu'un Parlement vote sur un budget qui est en train d'être caduc. Donc, c'est quand même une deuxième explication qui a aggravé la chose, qui est l'idée que on se retrouve dans un système où vous avez des ministres qui ont des informations et ils peuvent donner des chiffres, des prévisions qui n'ont plus aucun rapport avec la réalité. Je rappelle quand même que s'il n'y avait pas eu Jean-François Husson, rapporteur général du Sénat, qui a été début janvier chercher la note d'hiver du 13 décembre du Sénat, nous n'aurions pas su en janvier que rien ne correspondait à ce que nous venions de voter. On aurait attendu je ne sais combien de temps. Je pense que ça pose un problème démocratique. Merci. Non. Pardon. Excusez-moi. Ouais, Grégoire Normand, La Tribune. Je voulais savoir, en fait, il y a à peu près un an, il y a eu une commission d'enquête aussi au Sénat qui avait déjà dévoilé un rapport assez sévère. Et finalement, un an après, on en est au même, à peu près, pas constat, mais quasiment. Finalement, pourquoi les gouvernements successifs n'ont pas rectifié le tir à la suite de ce premier bilan sévère? Parce qu'ils poursuivent la même politique, principalement. C'est ce que je suis en train d'expliquer. On nous annonce quand même... Enfin, on nous annonce que ce matin, je reprends les propos de François Bayrou. Je vais y revenir sur l'exercice ce matin. Qui nous dit c'est un cyclone, un tsunami, un ouragan, et je continue la même politique. C'est-à-dire qu'on est dans un bouleversement historique total, avec, on passe d'une période de libre-échange à une politique d'affrontements commerciaux entre des blocs, et la solution proposée, alors même qu'il y a 2 mois, on nous disait l'urgence, c'est la défense. Après, on nous a dit l'urgence, c'est la question du commerce international. Et là, maintenant, à nouveau, l'urgence, c'est budgétaire. Autrement dit, il faut se concentrer, dans leur langage à eux, sur la baisse des dépenses publiques. On voit bien qu'il y a quand même un écart considérable entre le moment que nous vivons, qui est un monde de bouleversement, et ce qu'en tirent les conclusions du gouvernement. Donc d'abord, pour vous répondre, parce qu'on a des gens qui sont totalement aveuglés dans leur politique d'offre et de compétitivité, encore une fois, qui échouent. Alors là-dessus, quand même, je dois dire qu'au moins sur la question qui nous préoccupe aussi, c'est-à-dire ce que j'appelle la dissimulation. On me pose la question sur la dissimulation. J'ai quand même l'impression que là, il va y avoir quelques progrès de fait. Peut-être que je me trompe, mais au moins pour nous permettre de suivre un peu plus, j'allais dire régulière, la différence entre ce qu'on a voté, les budgets votés, et ce qui se réalise au fur et à mesure. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. Sauf que si cette prise de conscience se termine par le fait de geler des budgets de façon à ce qu'on ne les annule pas pour qu'on n'ait pas de PLFR, à l'arrivée, ça ne donnera pas plus de pouvoir au Parlement et ça me semble un problème. Et enfin, je suis quand même un peu inquiet par rapport à la réunion de ce matin dont on nous avait dit, ce comité d'alerte, que c'était une façon de réagir justement à tout ce qui s'était passé. Bon. On a quand même une réunion qui était basée sur l'exécution du budget 2025, intéressante. On a eu des données, voilà, ça c'est positif. On s'est retrouvés dans une petite salle avec les responsables syndicaux, patronaux, les collectivités et des parlementaires. Fort bien, on a chacun réagi 2 minutes. Et après, on descend, on va dans une conférence de presse où François Bayrou fait des annonces qu'on découvre tous. Enfin, bon, ils avaient été plus ou moins filtrés dans la presse sur les budgets à venir. Bon, je trouve ça un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on nous convie à dire que maintenant, on va co-construire des budgets. Et en gros, on abuse la galerie dans une première réunion. Et puis à la fin, c'est François Bayrou et ses ministres qui expliquent, qui donnent toute autre info, cette fois-ci jusqu'à 2026-2027, sans qu'on puisse réagir. Je vous avoue qu'on a été plusieurs, et quand je dis qu'on a été plusieurs, je parle même de gens qui ne sont pas du tout sur mon positionnement politique, à considérer qu'on avait été un peu des figurants ce matin. Voilà. Donc je ne suis pas rassuré par ce qui est mis en place pour répondre au problème qui est posé par cette commission d'enquête. Oui, Laurence Dequier à Marianne.
Quelle analyse vous portez sur les relations entre les dirigeants de l'administration et le politique? Est-ce que vous avez l'impression que les seconds ont été sous pression ou est-ce qu'ils vont au-devant finalement des désirs des politiques? Alors il y a deux choses. Il y a une phrase qui était assez frappante dans l'audition de Pierre Moscovici qui dit les administrations, les services ne sont pas épargnés, enfin il dit pas le mot épargné, mais qu'importe, par l'hubris du politique. Ça veut dire que très clairement, elles travaillent avec aussi la pression, j'allais dire, de ce qu'on attend un peu de leurs résultats. Et d'ailleurs, il y a plusieurs éléments, j'ai plus la note, je suis désolé sous les yeux, mais il y avait une note interne qui explique très clairement que a été pris la version la plus optimiste, c'était en termes de recettes à un moment précis, sur ce qui sortait des différents services. Donc, très clairement, il y a une influence du politique évident. Et d'ailleurs, je vous faisais tout à l'heure, voilà, c'est ça, c'est sur les prévisions des recettes impôts sur les sociétés. La surestimation s'explique par un relèvement en mars 2023 de la prévision du bénéfice fiscal pour 2022 et 2023, je cite, qui s'écarte de l'estimation considérée par la DGFiP comme centrale sur la base de l'analyse des données d'acompte de fin d'année. Donc on voit bien qu'on a pris les versions les plus optimistes. Bon. Donc ce rapport, il est ainsi. Alors il y a quand même autre chose quand même qu'il faut souligner, même si je sais que le sujet n'est pas politiquement correct. Mais quand on se retrouve avec des directeurs du Trésor qui après se retrouvent dans les cabinets ministériels, si on regarde un peu les gens qu'on a auditionnés, c'est une valse. Hein. C'est-à-dire l'un était directeur du Trésor, après il se retrouve au cabinet d'Attal, après il se retrouve au cabinet d'Emmanuel Macron, et c'est un peu tous. Bon, il est évident que les responsables de ces services sont quand même en adéquation avec la politique menée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on n'a pas affaire à une administration, on va dire, entre guillemets, neutre, qui produit des choses de manière neutre. Il y a quand même voilà, il n'y a pas d'étanchéité de ce point de vue-là. Donc ça ne peut que renforcer l'influence du politique. Stanislas Noyer, de l'aide de l'expansion. Je n'ai pas pu lire le rapport, donc je ne sais pas si vous en parlez ou pas, mais que pensez-vous de l'idée d'une expertise qui dépendrait de l'Assemblée nationale, comme ça existe dans certains pays, je crois? Très bonne question, ce que je suis absolument pour. Je l'ai dit tout à l'heure rapidement, c'est-à-dire je suis pour que Bercy garde le monopole des prévisions sur lesquelles s'appuie in fine la loi de finances. Mais je serais pour que, alors c'est vrai du HCFP aussi, mais c'est vrai de nous, je serais pour que l'Assemblée nationale dispose de plus de moyens de contrôle, donc puisse avoir ses propres analyses de façon un peu à challenger les choses. Bon, voilà, c'est clair. Ça serait vraiment nécessaire, ça serait une preuve de démocratie. Et il y a plein d'institutions. Moi, je parlais le jour, j'étais à un débat organisé par Gabriel Zucman, des gens comme l'IPP, des gens comme l'OFCE, enfin, il y a plein d'institutions qui seraient tout à fait disponibles pour faire, on va dire, une espèce de travail d'expertise permanent à disposition de l'Assemblée nationale, bien sûr. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, Nouvel Économiste. Vous avez un peu abordé la question, mais donc ce matin, le Premier ministre vous a appelé les commissions parlementaires à un travail sur son propre travail qui doit sortir le 14 juillet. Alors qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que vous confirmez que le 14 juillet, l'Assemblée nationale sera fermée? C'était ça la question. Alors le 14 juillet, entre parenthèses, le travail, il a donné un autre nom, mais enfin c'est le tiré à part, hein. Excusez-moi, mais il va nous donner le 14 juillet les grandes lignes budgétaires. Bah, c'est le tiré à part chaque année. Ce qui est anormal, c'est l'année dernière. Il n'y a pas eu de tiré à part. Voilà, donc on va revenir peut-être à une situation un peu plus normale. Ça, c'est une petite précision. Si j'ai bien compris, ils vont par contre, et ça, je trouve ça plutôt positif, sauf si c'est pour essayer de nous, j'allais dire, de nous entraîner dans une espèce de... Amélie Montchalin a utilisé ce mot, on était associés ce matin au travail d'alerte. Non, on ne va pas être associés, et je doute fortement que ce qu'on dise va produire des modifications de ce budget. Par contre, si on peut avoir des réunions plus fréquentes, et apparemment c'est prévu, qui nous donnent justement des chiffres qui permettent de suivre de manière réelle l'évolution des choses, ça sera positif. Moi, là-dessus, je l'ai dit tout à l'heure, ça, je pense qu'il y a quand même une prise de considération qu'on ne peut pas se retrouver dans la situation de 2024. Bon, mais la situation de 2024, elle est... Enfin,
Je pense que tout ce qui se passe depuis 2023 s'explique principalement par le fait qu'on a des gouvernements qui n'ont plus de majorité. Quand vous n'avez plus de majorité, vous essayez de passer pour éviter les votes. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de PLFR, voilà, et c'est la raison pour laquelle, je le répète, fin 2023, ils sont arrivés à cette situation de cacher une vérité qu'ils avaient déjà à l'époque. Donc c'est peut-être, pour régler le problème, il faudrait peut-être qu'il y ait un gouvernement qui reflète la majorité du pays et du suffrage universel. Mais c'est une autre question. Là. Bonjour, Nicolas Dumas pour BFM TV. Peut-être pour compléter la question de mon confrère, est-ce qu'en fait il faut une session extraordinaire peut-être cet été pour avancer plus largement sur tous les dossiers, y compris... Oui, moi je serais assez pour. Oui. Mais vous l'avez compris, je pense que, très franchement, vu ce qui est annoncé aujourd'hui, je le répète pour que ce soit bien compris, c'est-à-dire que, pour bien comprendre, hein, on a déjà 5 milliards d'annulation de crédit. On a 8 milliards de gel en plus 1,4 milliard de gel sur la Sécu, et ce matin, je vous le dis, il y a une petite ligne marquée où il y a marqué qu'il fallait attendre des surgels. Bon, ça, c'est pas raisonnable. On ne peut pas attendre un projet de loi de fin de gestion à la fin de l'année pour finalement nous dire « Ah ben, rien ne s'est passé comme prévu, mais maintenant, on vous propose de le corriger en fin d'année ». J'attire votre attention sur la raison pour laquelle on fait des projets de loi de fin de gestion plus que des PLFR. C'est un projet de fin de gestion où vous ne pouvez pas discuter de recettes. C'est-à-dire que le Parlement, l'Assemblée nationale, ne peut pas proposer des recettes. Voilà, c'est ça la grosse différence. Donc ça, moi je trouve ça, vu la situation, je pense qu'il serait raisonnable et démocratique d'envisager pour le printemps, début de l'été, un PLFR qui nous permettrait de parler de la situation telle qu'elle est. Et donc ça répond un peu à votre question sur une séance extraordinaire. C'est bon ? Merci.